je peux savoir ce que tu fais là? Bah, je t'expliquerai. D'accord, je t'expliquerai. Bon bah les amis, il est encore chez moi, hein. Donc t'arrêtes ton bon coin. Bah, je suis obligé. Tu arrêtes. Je Tu suis verras ça obligé. plus tard en repartant de chez moi. Et on va en profiter pour faire parole. De motard. Ah oui, tout à fait. Je m'installe. Quelle mise en scène incroyable. Ça, c'est fantastique. Alors, c'est près de 2 heures de scénario, d'écriture. Enfin, c'est du lourd. C'est intensif. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu viens faire quand même chez moi? À part ça, peut-être veux-tu débattre de quelque chose? Veux-tu parler de quelque chose? Bah écoute, je pense qu'on est réunis pour parler justement de pourquoi est-ce que nous deux, essentiellement, on n'arrête pas de revendre nos machines pour en acheter d'autres et puis c'est permanent. Alors, nous illustrerons effectivement ce sujet par nos propres expériences délirantes, folles, pathologiques, Très certainement pathologique, ouais. psychiatriques. Psychiatriques. Peut-être. Voilà, merci. Déjà, je vais te faire un contrôle parental, on en avait déjà parlé. Ouais, voilà, plus globalement, pourquoi vendez-vous votre moto? Voilà, donc évidemment, on servira un petit peu notre propre illustration. Ouais, mais on a plein d'exemples. De spi. Je vois que tu as fait tout un plan, c'est hyper chiadé. Non. Donc la dernière fois, on a fait 1 heure. On s'est dit, à chaque fois, on double. On double. Là, normalement, c'est 2 heures, donc ça devrait être à peu près 4 heures. Non, on va essayer d'être un petit peu plus succinct, on va essayer en tout cas. Mais c'est parce qu'on a plein de choses à dire, on a plein de choses à développer, on a plein de choses à échanger, qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc, pourquoi, si on fait un petit peu... On commence peut-être par nous? Pourquoi nous, on vend des motos ou comment tu veux faire? Après, Vous moi, préférez quoi, vous? mon exemple à moi n'est pas forcément le plus parlant, vu que moi je change tout le temps sans réelle raison logique ni justifiée. Alors, moi, je change moins souvent qu'avant, même si là, je vais devoir changer pour des circonstances, voilà, une situation bien spécifique. Mais je sais pas lequel d'entre nous a le plus changé de moto, mais ça doit pas être très loin, je pense. J'ai un peu plus d'avance sur toi en termes d'âge, Ouais. mais peut-être qu'en termes de concentration de changement de moto, t'es peut-être pas mal. Des motos, je crois que j'en ai eu 26 ou 27. Peut-être un petit peu plus, moi, je crois. Ouais, 26 ou 27. Ouais. Taré. On est des flingués. Donc, toi, qu'est-ce qui fait que tu changes de moto, toi? Pourquoi je change? Bah, pour plein de raisons en fait. Je change pour pour l'envie, parce que j'en trouve. Il n'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas parce que qu'en fait, même lui, il sait pas. Parce que en fait, non, c'est surtout que je vois que tu as fait une liste de quasiment toutes les raisons possibles et probables de changer de moto, et je dirais que j'ai pratiquement expérimenté toutes les raisons. D'accord. Alors dans ce cas-là, c'est pas un souci. On va faire en direct live un petit changement, c'est pas grave. Et ben on va commencer par ce que j'ai plus ou moins noté. Donc moi, ce que j'ai noté en premier, là, tu vois, c'est le changement de moto quand on obtient un permis. Un nouveau permis, ouais, une nouvelle catégorie de permis. Alors on commencerait par quoi, le premier permis? Bah, le premier permis, c'est le permis AM. Que j'appelle BSR toujours, puisque moi je suis un vieux con. Hein, on est d'accord? Donc le permis AM. AM. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut rien dire. Qui ne veut rien dire. Voilà. Mais si ça veut dire quelque chose, je suis pas au courant. Je croyais que le A voulait dire quelque chose et le M quelque chose. Non. Non, je pense que le A, c'est tout simplement une référence à la catégorie A, donc les 2 roues. Alors j'ai pensé à apprenti motorisé, moi, dans ma tête, mais ça n'a aucun rapport, semble-t-il. Peut-être, là j'avoue que je suis pas au courant si c'est le cas. Donc le permis AM, donc ce qui vous donne normalement à partir de 14 ans le droit de rouler avec un 2 roues motorisé jusqu'à 49,9 cm3. C'est ça, on dit 50, mais en fait c'est... Et vous avez aussi la limitation de vitesse à 45 km/h, qui est rarement suivie, cette limitation. Mais donc voilà, pour la première catégorie de permis. Donc du coup, quand on accède au permis d'après, et qu'on a 16 ans, c'est ça? Alors permis d'après, c'est le A1, qui est donc pour une 125 à partir de 16 ans. À partir de 16 ans, donc on serait déjà potentiellement susceptible de changer de moto. Exactement. Voilà, premier cas. Exactement, parce qu'en plus on se doute bien qu'on ne s'embête pas à passer la formation pour rester avec le même véhicule. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on passerait d'un permis A1 vers le A2, et même peut-être souvent du A2 vers le A. Sauf qu'on peut débrider. Ouais, mais au final, pour des raisons souvent économiques, les gens préfèrent revendre la machine bridée C'est vrai. et partir sur une autre,
parce que une machine débridée perd presque de la valeur. Et à chaque fois, faut payer le coût bridage, débridage, carte grise à chaque fois. C'est très disparate en fonction des motos. Ça peut aller de 100 balles à 400-500 balles en débridage. Ouais, c'est une différence incroyable. Il y a des différences parce qu'il y a des machines où c'est débridage électronique, où il y a quasiment juste besoin de brancher un ordinateur, c'est fait en 3 secondes. Ça, c'est un calcul. Et il y en a d'autres où il faut changer réellement des pièces. Ça peut être des pièces au niveau du carburateur, boîte à air, ça dépend des machines. Et oui, parfois c'est très très cher, donc payer le bridage, puis payer le débridage, pour au final revendre la moto moins cher que si on l'avait laissé brider, parce que le propriétaire suivant va lui aussi, très certainement, s'il est avec le permis A2, payer le rebridage. Oh là là. Donc c'est pour ça que souvent ces machines-là, elles sont revendues bridées, parce qu'elles ont une meilleure cote et elles sont plus faciles à revendre. Bien sûr. En termes d'accessibilité. Donc du coup, ça veut dire que quelque part, on change de moto parce que changement de permis, mais aussi pour accéder peut-être à une puissance supérieure. Oui, de toute façon, quand on change de permis, c'est tout simplement pour avoir, on va dire, plus puissant, plus valorisant, plus performant dans l'ensemble. On s'embête rarement à passer un permis supplémentaire pour garder la même chose, voire moins puissant. Ça serait un peu incohérent. Voilà, c'est un peu contre-productif. Mais après, oui, je vois que tu avais noté dans les histoires de permis aussi qu'il y a le cas aussi où on peut tout simplement perdre son permis. Eh oui, perdre son permis, retrait de permis, suspension de permis, qui peuvent faire que effectivement, j'ai une moto, elle me sert à rien, pour le moment en tout cas. Donc revendre du véhicule, je la vends. Achat d'une nouvelle. Ou pas du tout. En attendant. Mais oui, c'est à savoir aussi que beaucoup de gens, ça ne l'ont pas encore forcément compris. Mais imaginons que l'un de nous deux, nous on a tous les deux le permis A. Qu'on a eu du premier coup et qu'on a eu sans rien faire avant. Sans rien faire avant. Le mec il est né, il est monté sur un 2 roues, permis. Voilà, quand je suis né, on m'a estampillé A. Non mais enfin voilà, avoir le A directement, qu'est-ce que c'est bon finalement. Quand on voit en plus que devient le nouveau permis A2, là, dans ce que j'ai cru comprendre. On en parlera peut-être un autre jour tout ça. Mais oui, donc ceux qui ont le permis A comme nous, si jamais on devait subir un retrait de permis, eh bien après on retombe en permis A2. Donc au final on pourrait très bien avoir une machine qui n'est plus utilisable. Parce qu'il faudrait soit qu'elle soit bridable, soit... Plus 100 chevaux c'est pas... voilà quoi. Pas bridable. Donc vu qu'il y a énormément de machines qui ne sont pas bridables, donc il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, obligés de revendre leur machine pour en acheter une autre, parce que tout simplement celle qu'ils ont actuellement ne correspond plus à leur nouvelle catégorie de permis. Je ne pense pas que ce soit la situation la plus fréquente qui incite les gens à changer de... C'est pas la nôtre en tout cas. De voiture, de moto. De moto. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire en disant de voiture. Je sais pas, j'ai cette sensation que les motards changent plus souvent de véhicule que les automobilistes. Moi c'est mon cas. Ou quoi que toi, c'est quand même globalement plus ton cas. Aussi, mais j'ai cette impression que c'est plus répandu. Là où moi je sais que j'ai une beaucoup plus grande facilité à revendre mes 2 roues que mes voitures à cause du contrôle technique. Ça m'emmerde d'être obligé de passer le contrôle technique à chaque fois que je veux vendre une de mes voitures. Donc le plus souvent, j'attends que le contrôle technique doit être obligatoirement fait, donc un peu au bout de 2 ans, et dans cette période-là, j'essaie de vendre le véhicule. Mais il n'y a rien qui m'énerverait plus que de passer le contrôle technique juste pour la vendre, et qu'au final, dans cette période-là, pour X raisons, je la vends pas, donc j'ai encore payé un contrôle technique pour rien, quoi. À part que tu peux toujours circuler avec ta voiture. Bien sûr. Et puis que t'es dans la loi. Mais oui, je comprends. Mais bon, je vais pas repayer un contrôle technique tous les 6 mois si j'ai des difficultés à revendre ma voiture, quoi. Tout à fait. Donc c'est pour ça que pour moi c'est beaucoup plus facile de changer de 2 roues que de changer de voiture. Et on expliquera d'autres raisons pour lesquelles c'est aussi plus facile de changer. On parlait aussi un petit peu du fait qu'à un moment donné, un type de moto, un modèle de moto ne nous convienne plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, après là-dessus j'ai des tonnes d'exemples. Hein. Vous voyez, si vous suivez ma chaîne, j'ai changé des dizaines de fois de motos, et souvent par des motos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais alors, rien à voir. Voilà, rien à voir. C'est-à-dire que sur Facebook, le mec il te dit « Je voudrais une moto où je puisse toucher les pieds par terre, où ça puisse être confortable, et je voudrais rider ».
et il t'achète une Ducati 1098S. Voilà, c'est tout, j'arrête. Merci. Voilà. Voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Non, mais il y a des aléas dans la vie où on contrôle pas tout. Mais non, ce que je pourrais donner comme exemple vraiment d'un profond problème d'ergonomie, c'est lorsque j'ai eu ma BMW G450X, qui était donc une enduro. Donc les enduros c'est très haut, et en plus dans la catégorie enduro c'était une des plus hautes. Et comme vous le savez, Monsieur Lunaris mesure 1m70. 1m70. Avec les chaussures. Mais donc cette moto était vraiment extrêmement haute, mais lorsque je l'utilisais dans des terrains on va dire normal, sur un terrain à peu près nivelé de bonne aloi. De bonne aloi. De bonne aloi, je sais pas pourquoi je dis Respectable. ça. Respectable, voilà. Et sur route, j'avais pas trop de difficultés avec cette machine, même si c'est pas du tout comment dire, le terrain de prédilection de ce genre de moto. C'est le cas d'un terrain en dévers où là tu t'as plus du tout. Mais voilà, dès que j'ai essayé déséquilibré, ouais. Dès que j'ai utilisé cette machine dans des terrains qui n'étaient pas stables, avec du caillou, du sable, ce genre de truc, je ne pouvais pas, de par la hauteur de la machine, remettre le pied par terre sans avoir 90% de chance de me foutre la gueule par terre. Et c'est pour ça que cette machine, au final, même si je prenais beaucoup de plaisir à rouler avec, le fait qu'à chaque arrêt, j'étais à deux doigts de me viander, au bout d'un moment, j'ai décidé de m'en séparer. Et donc, j'étais pas non plus dans une situation où je voulais m'en débarrasser, hein, pas du tout, mais lorsque j'ai eu l'opportunité de passer sur autre chose, j'ai pas hésité, j'ai tout simplement remplacé la machine. Donc, moi je me souviens aussi que avant j'étais moniteur et j'avais parfois des anecdotes d'anciens élèves qui venaient me voir, et je me souviens de quelqu'un de plus petit que moi qui avait acheté... Ça existe. Qui avait acheté une... Je sais plus si c'était une Deauville ou une Pan-Européenne, enfin une moto assez routière, relativement lourde. Et il avait acheté ça pensant tout de suite que c'était la machine qu'il lui fallait, qu'il allait partir avec femme, enfant, bagages, remorque et tout ce qu'il faut. Et au final, il a dû s'en servir 2 fois parce que il a fait 10 mètres, il s'est pété la gueule en perdant l'équilibre. Il s'est fait peur, il l'a revendu, et de ce que j'ai eu comme retour après, il n'a jamais refait de moto. Ah oui, carrément. Ah ouais, il s'est vraiment fait peur, quoi. D'accord. Okay. Il s'est dit, au final, la moto, c'est pas pour moi. Chose qu'on abordera tout à l'heure. Et je pense en fait que c'est quelqu'un qui avait des attentes trop élevées, en fait. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment cet usage-là, c'était je pars avec femme, enfant, bagage, et il se voyait pas en fait rouler tout seul. Sauf que les machines qui l'intéressent, donc pour l'usage qu'il aimerait faire d'une moto, ne sont pas forcément compatibles avec sa morphologie. Et donc il a carrément décidé de lâcher l'affaire. Du coup, je rebondis sur ton exemple. Des personnes qui, par exemple, ont une sportive depuis plusieurs années, il est clair qu'en termes de fonctionnalité, c'est absolument pas ça. Pour prendre quelqu'un, c'est un peu compliqué. Alors tu peux toujours, enfin t'as mal au cul comme c'est pas possible. Et encore, s'il y a une biplace, enfin une selle à 2 places, qui vont aussi d'un seul coup radicalement changer de style de moto, et qui sont capables de prendre justement une routière, qui sont capables de prendre un trail parce qu'ils ont envie de faire autre chose, comme un road trip par exemple. Il y a comme ça des fois des changements radicaux de style de moto. On s'y attend pas du tout, parce que changement de philosophie de la moto, changement d'utilisation de la moto. Voilà, oui. Ça se fait assez souvent ça aussi. Et après, on se doute bien aussi que quelqu'un qui utilisait par exemple sa moto au quotidien pour ses trajets professionnels, et qui d'un seul coup se retrouve avec, je sais pas, on lui donne une possibilité d'aller au travail, on va dire gratuite, c'est-à-dire un véhicule de fonction, ce genre de truc, donc il n'aurait plus du tout le même usage de la machine. On peut comprendre qu'il se sépare d'une machine comme ça, qui était plutôt un usage utilitaire pratique, pour peut-être investir dans quelque chose de plus radical, mais qu'il l'utilisera bien moins souvent. Et ça marche aussi dans les deux sens, hein, ça peut marcher à l'inverse. Hein. C'est le genre de situation qu'on croise quand même assez souvent. Quelque chose aussi, alors c'est pareil, je ne vais surtout pas généraliser, mais on observe quand même aussi des phénomènes où quand on est jeune, on aurait peut-être tendance à avoir des roadsters ou des sportives. Quand on est jeune, attention, hein, c'est pas une globalité, mais plus effectivement on prend de l'âge, moi j'observe quand même des personnes de 50, 60, 70 ans, j'ai des amis motards de 70 ans, j'en ai un en l'occurrence
que j'ai déjà rencontrés plusieurs fois, qui vont petit à petit aller sur quelque chose d'un peu plus confortable, d'un peu plus routier, d'un peu plus fonctionnel, d'un peu plus facile, voilà. Et ça s'observe quand même. Ah, je ferai un ridicule, résumé très comment dire, radical. On passe de l'hyper sportive au custom. Oui. Non mais c'est des choses qui se... Oui, ça existe aussi, hein. Bien sûr ça existe. Après je dirais que le vieillissement fait qu'on peut changer de véhicule. Après il y a des alternatives parfois qui sont même au-delà de la moto. Je vois par exemple quand on voit le vieillissement de la clientèle de chez Harley Davidson. Le vieillissement. Ah oui, le vieillissement. Donc vu qu'ils ont des personnes, enfin l'âge de leur clientèle est vraiment de plus en plus élevé et l'écart, enfin non c'est la moyenne. Ouais, mais ça va de 20 ans à 80 ans quoi. Ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Quand on regarde les statistiques, hein, on dira qu'il y a 10 ans, la moyenne de chez Harley, c'était 40 ans, maintenant c'est 50, puis ça continue de vieillir. Ils ont du mal à renouveler la clientèle. Mais justement, avec ce vieillissement, on voit que dans leur gamme, ils vendent de plus en plus de gros trike Harley Davidson. Entre la moto et la bagnole, quoi. Hyper confortable. Ils gardent quand même l'aspect esprit moto, quoi, mais ce coup-ci, il n'y a plus de problème d'équilibre. Et donc, pareil, quelqu'un qui aurait peut-être subi un handicap, un accident, un traumatisme. Peut-être que ce serait beaucoup plus adapté pour lui de prendre ça. Donc, il y a des alternatives, hein, et tout ça, ce sont bien sûr des raisons qui peuvent justifier un changement de machine. De moto, tout à fait. Bon, nous on n'a pas eu trop encore ces problèmes-là. Je vieillis quand même. Hein. Tout le monde, hein, le monde. Mais nous, clairement, pourquoi on change ? On change parce qu'on est con. On en reparlera tout à l'heure. On est des gros cons. Alors sinon, un autre changement, c'est par exemple dans une catégorie de moto, vous êtes plutôt dans les sportives, les hyper sportives, vous êtes CBR, Honda depuis des années, et puis je vais changer, je vais prendre une GSX-R, je vais prendre une Aprilia RSV, je vais prendre... Voilà, il y a des gens aussi qui aiment bien aussi rester tout à fait dans leur style de moto, mais changer de crèmerie. De crèmerie, ouais, c'est ça. Oui. Tu l'as fait avec les sportifs. Alors toi, c'est plus compliqué que ça parce que moi, en fait, j'ai pas de. Toi, t'es très sinusoïdal, t'es même bisinusoïdal, polysinusoïdal. Moi, c'est comment dire, j'ai pas de. C'est le coup de cœur. Ouais, c'est le coup de cœur. Il n'y a pas de logique en fait, faut pas chercher quoi. Moi, c'est juste qu'il y a une machine, je la vois, elle me fait envie. Si elle est dans les tarifs que je peux me permettre, j'y vais quoi. C'est tout. Tout à fait. Pour en revenir à un changement de crèmerie, alors c'était plus une crèmerie dans le sens, dans un style de moto, mais effectivement le changement de marque. Il y a des gens qui sont, alors vous savez, c'est dans les bronzés, les Peugeot à mort, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite phrase. Moi je suis un peu Honda, j'aime bien Honda. Il y a des gens qui sont BM toute leur vie, qui sont Harley toute leur vie, qui sont clivés, sclérosés dans une marque, et puis un jour, parce que des avis, parce que des échos, parce que des conseils vont d'un seul coup tenter le coup de changer de marque. Voilà. Moi justement, j'ai jamais été dans ce truc bloqué dans une marque. Moi, c'est plutôt à l'inverse. Moi, souvent, il invente des marques. Non, j'invente pas des marques. Mais par exemple, récemment, je me suis dit, j'ai jamais eu de Triumph, donc je regarde qu'est-ce qui se vend chez Triumph d'occasion. Parce qu'il aura eu une Triumph. Je me suis dit, bon, j'ai déjà roulé avec des Triumph, je sais comment ça fonctionne, et d'ailleurs c'est souvent des très bonnes motos, mais j'ai jamais eu de Triumph, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? C'est histoire d'augmenter mon panel. Ton panel. Non, mais j'aime pas rester bloqué tout le temps sur la même chose. Après, on va me dire que je prends tout le temps des Ducati, j'en prends souvent, mais j'en prends pas que ça non plus. Hein. D'accord. Alors moi, un autre truc que je voulais aborder, qui m'est arrivé personnellement pendant un moment, c'est en fonction de problèmes de santé. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'ai eu des problèmes de dos, de lombaire, d'hernie discale assez importants. J'ai été opéré à 2 reprises. Là, ça va quand même globalement mieux. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine, ça va mieux. Voilà, c'est les problèmes de santé qui font qu'on peut, là par contre, oui, radicalement changer de style de moto. Passer de la sportive à un roadster hyper confortable, à un custom, à un chopper, à ce qu'on veut, ou à une BMW routière hyper, pourquoi pas même une Goldwing. Alors,
Là, c'est le confort de chez confort. Voilà, des problèmes de santé qui font qu'on peut donc vendre sa moto, du coup, et du coup, soit changer de moto ou même carrément arrêter la moto. Donc, on vend la moto et on arrête la moto parce que les problèmes de santé font que la conduite à moto est trop compliquée, quoi, trop douloureuse. Et j'ai l'impression aussi que parfois ça peut amener aussi certaines personnes qui étaient justement parfois clivées sur un type de moto ou sur une marque à complètement changer sa force positivement de style. Ouais. Et parfois les gens sont surpris. Oui. Justement ils se disent putain, ça fait 15 ans que je veux pas entendre parler de ce truc là, puis en fait c'est vachement bien, quoi. On pourra utiliser l'expression un mal pour un bien. C'est ça. Mais ouais, voilà, il y a des gens parfois qui d'un seul coup vont se trouver comment dire, vachement bien sur une GS, sur un truc un peu haut, alors qu'ils ont toujours préféré, je sais pas, les roadsters ou... Et puis les idées reçues, les principes, voilà. les... De toute façon, moi c'est aussi une des raisons qui fait que je change souvent, c'est que j'aime bien tout connaître de ce qui existe, et surtout j'ai pas envie de rester cloisonné et bloqué en fait sur une machine sans vraiment savoir si c'était celle qui me correspondait vraiment, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a être cloisonné dans un type de machine, mais on parlera aussi de motorisation. On peut en parler du mono, au bi, au tri, au 4 cylindres. Bon, après il y a du 6 cylindres, on arrive dans d'autres strates, mais moi qui suis très 4 cylindres, tu fais que de me dire très souvent, tu y viendras au bicylindre, tu y viendras. Et peut-être que ça m'arrivera un jour, mais pour le moment j'aime cette souplesse du 4 cylindres, j'aime... Chacun, mais voilà, de toute façon, j'y viendrai. Chacun a ses préférences, hein. Moi, oui, mais j'ai des préférences avec pas suffisamment de connaissance des autres motorisations. Ouais. Donc. Non, à l'inverse, moi qui ai testé maintenant près de 200 motos, j'ai clairement des préférences pour tout ce qui est mono bicylindre, mais ça n'empêche qu'il y a des 4 cylindres que je trouve absolument délirants, qu'il y a des 3 cylindres que je trouve très 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 intéressants. Il y a tout comme je peux trouver aussi certains bicylindres absolument nuls à chier. Bien sûr. Donc il y a... c'est ça qui est bien, c'est que tu as cette intégrité, tu as cette liberté, et tu peux très bien... comment dire, identifier quelque chose qui va te plaire dans normalement quelque chose qui te plaît pas, et dans le sens inverse. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu aimes ce que tu aimes. C'est-à-dire que... Non, mais c'est important, c'est pas tu aimes ce qu'on dit, tu aimes par rapport à des idées reçues, tu testes, et en fonction de tes ressentis, tes émotions, tu aimes ou tu aimes pas. Et t'en as rien à foutre de savoir finalement ce que c'est. Bah j'aime, donc... Ouais. Ah, c'est un bi, ah, c'est un tri, ah, c'est un 4 cylindres, et bah tant mieux. Et franchement, je pense que presque tout le monde devrait être comme ça et pas se cloisonner au final dans un truc qui... C'est du racisme. Comment dire ? Ouais, à ce niveau-là, c'est se bloquer. C'est l'intolérance. C'est se bloquer volontairement. Tout à fait. Après, bon, il y en a, c'est juste aussi pour une image de marque, par exemple, je vois, il y en a beaucoup chez Ducati, c'est ouais, non, le bicylindre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est justement ce que je disais, même chez Ducati, maintenant, ils essaient de diversifier un peu leur motorisation, ils sont passés même au V4 pour les plus performantes, et je vois certains jusque boutistes de chez Ducati, ils veulent pas entendre parler du V4. Tu leur fais goûter de la merde, ils te disent que c'est bon. Non, après, c'est pas à ce point-là. Mais, non, mais j'exagère, mais il y en a en fait, il y en a même qui se refusent, ne serait-ce que d'essayer. Ouais, c'est dommage. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage, par contre. Alors, comme moi, pour le moment, on en parlait en off, je me refuse catégoriquement la moto électrique, par philosophie. Ouais. Et ben, de plus en plus, je voudrais quand même un jour pouvoir essayer, voir ce que ça donne. Voilà, quoi. Après, toi, pour l'instant, tu te refuses parce que c'est pas ce que tu cherches exactement sur une moto. Faut que ça pue, faut que ça fasse du bruit. Mais je veux dire, si moi j'arrive avec une moto électrique et je te dis tiens, va faire un tour, tu vas pas me dire non, je touche pas à cette merde. Que il y a des gens parfois, ils sont à ce niveau-là, quoi. Tout à fait. C'est non, je touche pas à ça. 100%. Ouais. C'est vraiment complètement au-dessus. Tout à fait. Les problèmes financiers. Alors, on parlera d'une perte d'emploi, on parlera d'une séparation, ça arrive. Voilà, des accidents de la vie, des aléas de la vie. Mais là, au final, sur tout ce qui est financier, ça se différencie pas des raisons de changer de moto que de changer de voiture. Alors, vendre sa moto et non pas changer de moto. Enfin, oui, vendre. Tu vois, parce que voilà, mais lui, parce que lui, il change tout le temps. Moi, je change tout le temps. Il a intimé, il a incarné le sujet pour lui en le transformant
On ne vend pas sa moto, on change. Donc on peut vendre sa moto et changer de moto, mais on peut vendre sa moto pour ne pas nécessairement... Oui, on peut très bien reprendre, on peut très bien la vendre pour la vendre, quoi, juste pour l'aspect financier. Ça. Mais je veux dire, sinon la différence, en fait, les raisons à ce niveau-là ne sont pas... ça ne touche pas que la moto, ce serait la même chose pour une voiture. Bien sûr, c'est parce qu'on est en train d'un petit peu de décliner un peu les raisons. Alors du coup, moi en l'occurrence, petit aparté, avec ce qui s'est passé justement avec cette crise sanitaire, par rapport à ma situation professionnelle et financière d'indépendant, monsieur est indépendant, mais YouTube, ça m'a... Indépendant a fait que voilà, je suis dans une situation financière un peu complexe et donc moi je suis obligé actuellement de vendre mon CB1300. Alors vous inquiétez pas, c'est déjà vendu, donc sautez pas sur la chaîne de Lenaris pour savoir, je la vends 250 000 € et à part. Non, je rigole. N'importe quoi. Le mec il se fait pas arnaquer du tout à 250 000 €. Par spéculation. Elle appartient à 2SPI 999. Ça change tout. Non, enfin voilà, pour être plus sérieux, et donc je vais me reprendre une moto moins chère. Donc là je te rejoins, effectivement, je vends pour racheter quelque chose de moins cher. Pour le moment, provisoirement, en espérant me requinquer financièrement pour racheter une moto. Voilà. Donc il y a des gens qui, effectivement, à certains moments de leur vie, vendent leur moto parce qu'ils ont besoin de sous, tout simplement, et qu'il faut payer son loyer. Le sujet de la spéculation. Ah oh là, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me sens visé. Alors, c'est pas que je te vise, c'est que certains de tes abonnés ou certains ont pu effectivement émettre des commentaires qui me visaient un peu. Te visaient, te culpabilisaient, t'identifiaient comme un spéculateur. Oh, un spéculateur. Un monsieur qui arrive à acheter des Ducati 1098S à 500 € pour la revendre à 15 000 €. J'imagine. Non, voilà, il est évident, après il faut arrêter d'être de mauvaise foi et d'être hypocrite, il est évident que si on peut revendre une moto... pas trop utilisée depuis son jour de l'achat, au même prix, voire un peu plus, parce qu'il y a des phénomènes qui font que, les phénomènes qu'on avait un petit peu décrits dans nos dernières vidéos, moi ça me dérange pas. Après, effectivement, il y a la grosse spéculation où des gens vont effectivement acheter des modèles bien précis, parce qu'ils connaissent la colle, parce qu'ils voient un petit peu, ils spéculent justement, ils pressentent que dans 1 ou 2 ans, cette moto va prendre un peu plus de valeur, et effectivement, qui achètent cette moto-là, même s'ils vont peut-être un peu en profiter, mais dans ce but précis de la revendre. Ouais. Ça arrive. Là, en fait, où je mettrais, tu vois, un bémol, comment dire, une précision pour vraiment, définir ce terme de spéculation. Pour moi, quelqu'un qui spécule... Il se défend. Non, je me défends pas vraiment. De toute façon, je dois te compter à personne. Ah non. Et puis, les gens sont pas obligés de l'acheter. Exactement. Mais non, là où je mettrais, tu vois, une définition à ce terme de spéculation, pour moi, quelqu'un qui spécule, c'est quelqu'un qui, à la base, n'en a rien à faire de ce que c'est comme véhicule. Là, on est sur le thème de la moto, mais il pourrait faire la même chose avec... Achète un produit. Voilà, ça serait un bien. Ce serait un bien électronique, de l'immobilier, une voiture, un tableau, peu importe. Le seul truc qu'il voit à la base, c'est combien je l'achète, combien je peux le revendre. Donc non, moi personnellement, j'ai jamais été dans cette optique-là, parce qu'à chaque fois, mes véhicules, de toute façon, je roule avec. Énormément. Je reviendrai plus ici. Yes, j'ai réussi. Non, je roule quand même avec, je les utilise, et je suis pas comme certains qui vont, par exemple, il y a eu, et il y a encore actuellement, bon, c'est pas sur la moto, mais je vois des gens qui ont fait par exemple des stocks où que pendant 4-5 ans ils ont acheté quasiment toutes les BMW E30 qui traînaient. Et maintenant, ils ont acheté 2-3 000 balles, et maintenant ils les revendent entre 10 et 25 000 en fonction de l'état du modèle, de la finition, ce genre de truc. Et là, clairement, c'est de la spéculation. Les mecs qui remplissent des hangars, c'est pas pour en profiter du véhicule, c'est juste pour revendre et faire une plus-value derrière. Moi, j'ai été sur certains des véhicules que j'ai achetés dans la possibilité de le revendre au même prix, voire un peu plus cher que ce que je l'avais acheté. Et tant mieux. Tout simplement parce que j'avais vraiment fait une bonne affaire à l'achat et que j'avais... Mais t'as fait une bonne affaire parce que t'as aussi su négocier et t'as su aussi profiter d'un bon moment. Oui. Et puis parce que la personne a bien voulu te la vendre à ce prix-là aussi. Tu n'as pas forcé la main à la vente non plus. Non, bon après, c'est vrai que quand t'arrives avec une grenade dans chaque main, ça aide, mais...
Après, c'est un peu plus con pour signer les papiers d'avoir une grenade dans chaque main. Mais bon, c'est pour ça que souvent je prends des grenades à la ceinture maintenant. Mais non, j'ai jamais été dans cette situation-là. Moi maintenant, enfin, ce que je dis souvent d'ailleurs lors de mes lives, c'est que je n'essaie pas de gagner de l'argent sur l'achat, la revente des véhicules que je possède. J'essaie juste de ne pas en perdre. C'est ça déjà. Ce qui fait que je peux rouler avec les véhicules qui m'intéressent, et au fil des années, je suis pas en train de bouffer toute ma cagnotte. Je creuse pas mon budget pour ce truc-là. Et ça me permet justement de changer régulièrement et de pouvoir expérimenter d'autres machines, d'autres façons de conduire. Mais après, oui, c'est clairement, ça existe sur certaines machines, des gens qui achètent uniquement dans le but de revendre et qui n'ont donc globalement rien à faire de la machine. Et effectivement, ça devient plus une moto, mais un produit, un bien. Oui. Et là où je te rejoins, quand tu parles de cette délimitation, de cette différence entre la spéculation et toi, ce que tu as fait, c'est que toi, et pour l'avoir partagé avec moi de nombreuses reprises, tu as véritablement eu un coup de cœur à chaque fois pour une bécane. C'est-à-dire qu'au moment où il achète sa bécane, il a un coup de cœur. Le mot spéculation, ça n'existe même pas. Le mot revente, oui, c'est incroyable ce que je vais vous dire. Le mot revente, au moment où il l'achète, non, ça n'existe pas. Après, ça retombe assez vite. Mais c'est comme le coup de foudre. Coup de foudre, on adore très fort, mais pas très longtemps. Voilà, c'est un monsieur qui a des coups de foudre pour les motos. Donc effectivement, non, c'est pas de la spéculation parce que tu as véritablement ce grand coup de cœur. Ça, c'est une réalité. Je dois l'admettre. On parlera aussi effectivement des gens qui... ça reprend un petit peu ce que tu as dit pour les BM tout à l'heure. Des gens qui vont acheter des motos dans un état quelconque, un état en général pas formidable, et qui vont les restaurer, qui vont les améliorer, les optimiser, les équiper, tout ce qu'on veut, et qui vont effectivement les revendre un peu plus tard. Alors, est-ce que c'est de la spéculation ou est-ce que c'est des gens qui ont aussi l'amour de la moto tu vois ? Je pense pas que ce soit forcément de la spéculation. On peut tomber sur vraiment un marché vraiment de niche où le mec il connaît parfaitement le modèle, il sait que c'est réparable pour vraiment pas cher et il connaît toutes les pannes. Voilà, il sait qu'il y a moyen de se faire entre guillemets une plus-value. Mais le plus souvent, moi ce que je vois, c'est des gens qui sont passionnés par la mécanique, par le véhicule en lui-même, et en fait il y a des gens qui sont même plus passionnés, je dirais, par la restauration que par la moto, c'est-à-dire qu'ils vont acheter le véhicule, ils vont ça va être leur plaisir de chiner toutes les pièces, de retrouver les boulons un peu rares, les trucs qui se faisaient plus, pour la remettre vraiment en configuration comme ils ont envie, soit d'origine, soit la préparation, café racer, scrambler, enfin ce qui leur plaît, et une fois qu'elle est finie, c'est fini. Voilà, ils vont peut-être rouler un peu avec, dans le même principe que l'émission Wheeler Dealer, en fait, où ils font ça. Ils restaurent un véhicule, ils s'en servent 2-3 fois, puis ils la revendent direct. Et là, il y a des gens qui font ça, on va dire, à titre particulier, quoi, sans être des officiels. Et j'irais même sur le thème du chemin, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas nécessairement que la moto soit finie et de la revendre, c'est le chemin, c'est effectivement ce que tu dis, c'est de récupérer cette bécane, de visualiser tout le travail qu'ils vont mettre dessus, toutes ces étapes-là, et effectivement d'avoir le plaisir de redonner vie aussi à une bécane, de redonner vie à une bécane que quelqu'un va justement acheter et il va être content de posséder. Voilà, redonner de la vie à une vieille machine. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont dans cette optique-là. Et donc là, je pense pas forcément que le but soit... Dans un premier cas, le but premier, c'est pas forcément de faire de l'argent, quoi. Parce que retrouver des pièces rares, parfois ça coûte tellement cher que c'est pas, c'est une passion, parfois c'est pas rentable. Ouais, ça touche à la passion. Mais oui, ça existe. Hein. Je vois des gens en fait qui utilisent très peu leur moto. Ils passent plus de temps à les restaurer. Et une fois qu'ils en ont fini une, ils la revendent, puis ils font 2-3 tours avec, ils prennent du plaisir et la revendent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tout de suite dans la recherche d'une autre pour recommencer ce chemin-là, pour recommencer cette espèce de... Parce que tout simplement, leur passion, en fait, c'est ça, c'est de remettre en état des machines. Redonner de la vie, tout à fait. Alors un truc dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est vendre sa moto juste avant le big entretien qui peut un petit peu douiller. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça, toi ? Ouais, alors... Ça dépend des machines, ça dépend clairement des machines, parce que on va dire que l'essentiel des japonaises, les entretiens sont avec des tarifs, on va dire, plutôt classiques, il n'y a pas de grosse différence. Ça veut dire quoi, classique ? Classique, c'est-à-dire qu'une révision, que tu prennes un bandit, il n'y a pas trop d'écart. Que tu prennes, je sais pas, un DR ou...
enfin je donne que des Suzuki là, je sais pas pourquoi, que je prenne une Kawa, une heureusement Honda, qu'il n'est pas pro-marque. ou que je vienne, je sais pas, avec un Thundercat, peu importe, toutes ces machines-là, les coûts d'entretien ils sont plus ou moins similaires. D'un type de machine à l'autre sont relativement similaires. Pas trop d'écart. Donc t'as pas trop d'écart. Mais tu peux tomber parfois sur des modèles un peu atypiques qui ont vraiment des coûts d'entretien qui sont très chers, comme par exemple la 1098 que j'avais, moi je l'ai acheté, elle était complètement révisée. Clairement, si elle avait été en vente sans révision, je l'aurais pas acheté, quoi, parce que la révision coûtait 2000 balles. Quoi. Wow. Mais vraiment? Oui. Avec les pneus, avec tout. Hein. D'accord, ah oui, donc c'est plus qu'une révision. Ouais, c'était full package, on dirait. Okay. Mais voilà, il y a des révisions qui coûtent vraiment très cher. Donc, il y a certaines personnes qui se retrouvent dans une situation délicate où ils n'ont pas forcément les moyens de faire justement cet entretien et qui préfèrent donc revendre le véhicule sans l'entretien, quitte à le vendre, bien sûr, moins cher. Enfin, même beaucoup moins cher. Enfin, ça dépend. Souvent, tu as quasiment le prix de la révision qui est enlevé de la valeur de la moto, ce qui se justifie en fait. Et d'un autre cas, par contre, on peut trouver parfois des bonnes affaires, des gens qui, comme par exemple les gens qui font de la restauration dont on parlait tout à l'heure, qui vont te revendre une machine restaurée, révisée de A à Z, mais qui n'ont pas forcément de quoi justifier avec des factures, ce genre de trucs, parce qu'ils ont fait tout ça eux-mêmes. Là, après, c'est à nous de vérifier, est-ce que ça a été bien fait. En général, moi je leur fais confiance. Voilà, quoi. De toute façon, il y a des trucs qui trompent pas. Hein. Quand le mec il a déjà. Tu vas dans son atelier. Non, mais le mec, sans forcément avoir des factures d'entretien, il a un dossier comme ça de factures de pièces qu'il a acheté. Et puis aussi, il a fait des photos d'absolument tout ce qu'il a fait depuis 10 ans. Toutes les étapes, une espèce de classeur, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'était arrivé quand j'ai acheté. Quand j'ai acheté ma Harley Davidson Sportster, c'était une moto de collection qui avait été intégralement reconstruite par l'ancien propriétaire. Enfin voilà, il y a parfois des moyens de trouver des machines qui sont vraiment bien restaurées par des particuliers. Tout à fait. Mais sinon, globalement, c'est sûr qu'une moto révisée vaut plus cher qu'une moto qui n'a pas de révision. Tout à fait. Donc revendre avant une révision, ça peut justifier parfois. Je suis d'accord, et je vais ponctuer avec un autre petit phénomène, c'est que justement pour des motos, plus japonaises justement, où les révisions sont pas trop non plus astronomiques, c'est justement quand toi tu as une moto et que là, tu sais que tu vas en avoir pour 300 400 balles, bah, tu vas la vendre, tu sais que la personne qui te l'achète s'occupera de cette révision là, et toi bah, tu vas sur le bon coin et puis tu en trouves une qui vient d'être révisée. Donc du coup, peut-être un peu moins cher, tu peux peut-être même négocier, et du coup, grâce à ta négociation, tu peux absorber cette perte de marge parce que tu auras vendu ta propre moto. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait, ça. Ça se fait. Donc voilà, et puis, alors, presque pour finir, vendre sa moto pour, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, on va le redire, pour l'arrêt définitif de la moto. Ouais, bah quand c'est plus possible, c'est plus possible. Hein. La santé, effectivement, physiquement, physiologiquement, c'est plus possible. Et ce dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a pu se faire très peur, parce qu'on a pu avoir un accident, parce qu'on a pu avoir quelqu'un embarqué avec nous, et à cause de nous, il a pu avoir un accident, ou elle a pu avoir un accident, donc gros sentiment de culpabilité, j'arrête la moto, je prends plus jamais personne avec moi, je prends plus de risques. Voilà, ou se faire une frayeur, parce qu'on a failli se prendre un camion. Ah bah tiens, ça m'est arrivé moi ça. Mais je suis revenu. Ah, je me suis pas pris. Avec le camion. Moi il m'a embarqué, le camion. J'ai fait comme Terminator, je l'ai cassé le camion. Donc voilà, à un moment donné, il y a des gens... Et d'ailleurs, très souvent, je pense que tu diras la même chose, on voit dans des annonces vend moto pour arrêt de la moto ou pour cause santé. On voit assez souvent ça. Alors, c'est pas toujours vrai, mais c'est des fois vrai. En fait, je vois pas bien l'intérêt de mettre ça dans une annonce, en fait. C'est une forme de justification. Mais... Je vois. Il y a beaucoup de gens qui te demandent des fois, pourquoi vous la vendez? Bah, il y a des gens qui préfèrent anticiper en disant, voilà, je la vends pour ça. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Non, parce que tu sais, peut-être que ça justifie quelque chose d'honnête, plutôt que de dire, je la vends, mais les gens ne savent pas trop pourquoi tu la vends. Est-ce qu'il n'y a pas un vice caché? Est-ce qu'il n'y a pas ceci? Est-ce qu'il n'y a pas cela? Donc, en disant, je la vends pour cause santé, ou parce que j'arrête la moto, peut-être que ça te libère d'une possible... culpabilité inconscientisée au niveau du système neuronal gauche. J'arrête. Et donc, ouais, pour un petit peu synthétiser, pour un petit peu conclure, parce que on va réincarner. 3 heures la vidéo. Non, on va un petit peu se réincarner ce sujet-là.
Bah voilà, changer de moto tout simplement pour le plaisir de changer de moto. Parce que ça fait du bien. Il y a des gens qui changent de canapé 2 fois tous les 5 ans, j'en sais rien, qui aiment bien déménager, qui aiment bien changer de vêtements, qui aiment bien changer de voiture, qui aiment bien changer de femme. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus fidèle en amour qu'en moto, parce que sinon, ça serait un carnage. Voilà. Et puis voilà, qui ont tout simplement envie de changer. Et pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, envie d'essayer un petit peu. Alors pas tout, parce que je sais pas si dans une vie on aura le temps de tout essayer. Alors déjà, les tester, t'auras même pas le temps. Non. Et le fait de les posséder, encore moins. Ouais, c'est sûr. Mais oui, peut-être cette envie d'avoir possédé un sacré panel de motos. Ouais, d'avoir goûté à tout ça. Comment dire, moi, j'ai pas... comment dire, si j'avais le budget illimité, il aurait un garage, voilà, un entrepôt. J'aurais un entrepôt complet avec toutes les machines qui me font envie. J'aurais j'ai pas envie de les revendre en fait, ces machines-là. Bah, c'est juste que vu que j'ai pas les moyens illimités comme ça, je suis pas Jay Leno, et je suis bien obligé, lorsque j'ai envie, de revendre une pour acheter une suivante, puis parfois en vendre une qui coûtait pas mal de fric pour en acheter peut-être 2 ou 3 qui coûtent beaucoup moins cher. Et enfin. J'ai comment dire, toujours des envies de machines que j'ai pas déjà possédées. Moi, et j'ai pas de limite, quoi. Je peux très bien, là par exemple, j'ai eu la 1098S. Je pourrais très bien passer de la 1098 à un Monkey, quoi. J'ai pas de limite comme ça. J'ai juste les machines que j'aime bien, les machines que j'ai envie. Ce qu'on disait tout à l'heure, ton coup de cœur. Et surtout, vu que, comme je le rappelle, j'ai pas budget illimité, un des autres gros critères importants pour moi, c'est je cherche toujours des machines qui vont être relativement faciles à revendre après, parce que actuellement... Spéculation. Voilà, spéculation, le mec il pense qu'à là-dessus. Non, mais c'est une réalité. Non, mais actuellement, j'ai un budget pour ça qui me permet de changer à peu près quand j'ai envie. Et je vais dire que là, je suis dans un roulement à peu près tous les 6 mois, quoi. Tous les 6 mois, je change. C'est la moyenne. En moyenne, où il y a des fois ça va être beaucoup plus court, des fois ça va être plus long. Il y a des motos que j'ai gardées plus de 2 ans, d'autres que j'ai gardées 3 semaines. C'est complètement aléatoire, quoi. Un truc auquel je pensais aussi, qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que par exemple, pour une certaine somme, imagine tu vends ta moto 6 000 €, 7 000, 8 000, je dis n'importe quoi, c'est pouvoir aussi en acheter 2 d'occasion. Pour le même prix qu'une. Le fait d'avoir... Moi, ça m'est arrivé d'avoir souvent 2 motos dans mon garage. Aussi. Donc comme mon gamin de 15 ans a une Aprilia 50 là, donc il n'y a plus de place. Donc je me cantonne à une moto, mais effectivement, on peut très bien, grâce au marché de l'occasion et grâce aux bonnes affaires, aux bonnes négociations qu'on peut faire, vendre une moto qu'on aurait achetée presque neuve, ou qui vaut quand même une certaine somme, et avoir 2 bécanes, voire 3. Il y en a qui peuvent aussi faire ce type de... Ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur YouTube de la chaîne canadienne Fortnite. Rien à voir avec Fortnite, jeu vidéo, où justement le mec il montrait une des dernières BMW GS, je sais plus laquelle c'était, je crois pas que ce soit la 1200, ça devait être une 800, un truc du genre, et il montrait pour le prix de celle-là, vous pouvez acheter un enduro, donc il montrait il y avait un XR400, vous pouvez acheter une vieille Goldwyn, vous pouvez acheter une XV, je sais plus quoi, donc un custom de chez Yam. Et en gros, pour le prix d'une seule machine, d'occasion, il avait tout un panel de machines qui répondait quasiment à l'intégralité de tous les usages qu'on pourrait avoir d'une moto. Ouais. Et on se contente pas d'une machine qui au final est peut-être très polyvalente, mais qui sera jamais aussi bonne que 3 ou 4 motos spécialisées dans leur domaine. Bien sûr. Donc oui, ça c'est quelque chose aussi qui m'arrive de faire fréquemment, parfois de craquer, de mettre un peu de pognon dans une machine, puis au final la revendre pour en acheter d'autres moins chères. C'est marrant parce que j'ai fait ce commentaire-là dans la chaîne Motor Live, bon, on peut en parler, hein, c'est pas un placement de produit, ils sont très connus, où justement Philippe présentait une moto à 23 000 balles et je me suis permis de dire elle est bien cette moto, technologiquement c'est une super bonne moto, mais avec 23 000 balles je m'achète 4 motos d'occasion super. Ah ouais. Voilà, je me suis permis de le dire parce que oui. on va pas revenir à notre vidéo précédente, mais profiter de 4 bonnes motos en bon état, je trouve ça génial pour le même prix. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et moi aussi, ce que
ce que j'aime bien actuellement, vu que, comme vous l'avez vu, je suis en permanence sur le bon coin à vérifier ce qui se vend, c'est... D'ailleurs, là, il tremble, il est en manque. Dès que la vidéo est finie, j'ai pas regardé. Calvados. Ce que j'aime bien maintenant, c'est garder toujours une certaine somme disponible, justement, au cas où je tombe sur une affaire. Ouais. Si je tombe vraiment sur une machine qui m'intéresse à un tarif intéressant, bah, le fait d'avoir justement les liquidités instantanément, bah, vous passez pas à côté de l'affaire. T'es réactif, c'est ça. Il faut être réactif. Et c'est comme ça que j'arrive parfois bah, justement à faire des bonnes affaires comme j'ai pu faire 2-3 fois. Sachant que quand tu dis à quelqu'un, moi demain je vous la prends, si c'est en liquide ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de concret, le vendeur il se dit ça y est, il y a quelqu'un qui est enfin, c'est pas un acheteur fantôme, c'est pas quelqu'un qui raconte des conneries, et ben la marge de négociation peut s'ouvrir parce que achat urgent. Bien sûr. Voilà, achat rapide en tout cas. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bah, j'espère, parce que la vidéo fait pas loin d'1 heure. Mais vous adorez ça, vous adorez notre compagnie de comptoir. Alors, j'ai eu quelques réflexions sur le fait qu'on ressemblait aux deux vieux du Muppet Show, donc voilà, sympa. Mais c'était sympathique. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ekel and Jekyll, enfin des choses comme ça, bon, c'est sympa. Bon. Donc voilà, nous sommes deux vieux cons qui parlons de moto avec vous et qui échangeons autour de notre passion. Donc voilà, donc n'hésitez pas dans vos commentaires à peut-être rajouter des raisons pour lesquelles vous avez pu vendre votre moto ou vous allez vendre votre moto. Je pense qu'on a quand même fait un bon tour. Je pense qu'on est même trop comment dire, on parle de trop de trucs, il y a des trucs qui sont relativement évidents, quoi, mais voilà. Pour faire un petit peu le point. Voilà. Il fallait que ça dure 1 heure. Il fallait se forcer. Bon, on vous dit à bientôt. Bon, les amis, comme d'habitude, si vous avez apprécié, un pouce vers le haut. Vous mettez vos commentaires dans l'espace commentaires, en restant courtois et poli, comme d'habitude. C'est ça. Et n'hésitez pas, parce qu'il y a très peu de suggestions de nouveaux sujets de conversation. Ce sera bienvenu. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, mettez-nous ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, c'est une négation. N'hésitez pas. Je le reprends tout le temps, c'est quelque chose de fou, c'est incroyable. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à nos fantastiques chaînes de la mort qui tue. Voilà. Tout simplement. Ultra chaîne. Ultra méga puissant. ultra puissant. Bon allez, à bientôt. À tous. Salut.